Quand on prend le temps d'être en silence, c'est comme si on rentrait en relation avec son esprit. Être capable de prendre le temps d'observer son esprit. Et non seulement de prendre conscience de nos pensées, mais d'être conscient de la relation que j'entretiens avec mon esprit. Souvent dans les obligations de nos tâches, dans les activités du quotidien, c'est comme si on faisait travailler l'esprit et on le pousse. On est exigeant. Replonger dans le silence, c'est donner une chance à l'esprit de retrouver son propre rythme, sa propre nature. Et l'esprit a besoin de se nourrir de silence. Ralentir les pensées. Choisir des pensées bienveillantes, bénéfiques. Et trop souvent, l'esprit est envahi par un flot de pensées, des pensées non désirées, des pensées compulsives, des pensées même agaçantes parfois. Et quand on entre dans le silence, c'est un peu comme entrer dans la mer. Il y a une relation qui s'établit. Et selon si on sait nager ou pas, on ira plus ou moins loin dans l'océan. On apprend à plonger dans le silence. Explorer la beauté des pensées, la force des pensées. Et dans le silence, l'esprit devient comme une mer. Et alors que j'observe mes pensées, j'observe en même temps mon esprit, cette partie de moi qui a cette capacité de penser, de ressentir,
Je me dis que j'aimerais ça si mon esprit pouvait être libre, libéré de toutes les pensées non désirées, toutes les pensées inutiles. Comment serait mon esprit si mes pensées étaient calmes, simples, emplies de douceur, je laisse ce silence emplir totalement mon esprit. Et ce silence devient paix. Ce silence devient douceur. Et ce silence devient puissance. Et avec un esprit calme, je commence juste à soupçonner tout ce que mon esprit peut faire. Quand je le libère de toutes les pensées inutiles, comment l'esprit pourrait devenir comme la surface de l'eau, quand il n'y a plus le moindre mouvement. Et ça prend une tranquillité absolue pour que l'eau devienne comme un miroir. Et quand mon esprit devient totalement paisible, il peut alors réfléchir à l'image du soi véritable, de ce que je suis vraiment. Je fais cette expérience de silence, de la paix, mais aussi de la grandeur de mon esprit. Plus je commence à valoriser mon esprit, et plus j'ai envie de prendre soin de mon esprit, de le nourrir de silence, de l'emplir de paix.
et de le laisser devenir comme une mer avec une puissance infinie. Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue, content de retrouver, découvrir, vous revoir. Bienvenue à l'émergence, il y en a qui viennent pour la première fois. Tu peux nous mettre toute la lumière, Isabelle, pour qu'on se voit à la lumière. Voilà, ok. Alors, est-ce que c'était facile de méditer ou aucune distraction, hein? Non? Vous aviez eu un esprit complètement stable, à peine quelques pensées, envahi par la paix, c'est ça? C'est ce que j'ai cru déceler à peu près chez tout le monde, non? Il n'y avait aucune pensée non désirée, hein? C'était... Vous n'avez pas pensé à autre chose que ce que vous entendiez, il n'y avait aucune distraction. C'est facile de méditer ou pas? Non, hein? Non, mais on aime ça parce que c'est comme ça qu'on fait en sorte que vous revenez toutes les semaines, sinon... C'était trop facile. On n'aurait personne. Non, c'est... Il y a une énorme richesse dans l'exploration de soi-même. Et pour moi, ça fait plusieurs années, bien sûr, j'ai découvert la méditation et un des éléments de la méditation qui me fascine le plus, c'est de capter régulièrement, sur une base régulière, ce que l'esprit peut faire. Et c'est très dur à décrire. On dit souvent c'est aussi dur à décrire que d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est que sucré.
Si on essaye d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce que ça goûte sucré, t'expliques ça comment? Et l'esprit a la même capacité de créer c'est pas des odeurs, c'est pas des saveurs, c'est pas des couleurs, mais c'est des dimensions de l'esprit qui sont très dures à décrire. C'est très, très, très difficile à décrire. C'est juste une perception, c'est une réalité qu'on ne peut pas décrire facilement. On peut juste inciter d'autres personnes à explorer ce que l'esprit peut faire, explorer comment on peut prendre du temps à donner à l'esprit la chance de révéler ses compétences, ses capacités. Je suis sûr que certains ont peut-être des fois pris, je sais pas, trop de café par exemple. Si on prend beaucoup de café, puis là on est énervé, on sait qu'il y a un effet direct entre le café par exemple et les nerfs. Moi une fois je m'amusais, j'aime bien manger épicé, mais une fois je pense j'ai vraiment poussé la dose un petit peu, puis c'est vraiment tombé. Puis je me dis, oh, c'est pas trop grave. Puis j'avais oublié ce qui s'était passé quand j'ai cuisiné. Puis quelques heures plus tard, quand je réchauffe, puis je commence à manger un mets, j'étais en train d'étudier à ce moment-là, à la maison. Puis tout à coup, je suis en train de lire, puis je mange en même temps, puis je me dis, oh, c'est fort quand même ce truc-là. Puis à un moment donné, je suis en train de lire, puis là, il y a une goutte de sueur qui tombe sur mon papier, puis je dis, écoute donc, qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça vient... Puis alors vraiment, j'ai été vérifier si le chauffage était allumé. Je me suis dit, écoute donc, j'ai laissé un chauffage allumé. Et ça commence à couler, puis je me dis, ouais, qu'est-ce qui m'arrive? Puis là, je me dis, ah oui, la boule qui est tombée dedans, ça doit être ça. Le gingembre, le piment, et j'avais jamais vécu aussi bien, clairement, action-réaction. C'est l'effet de piment et de gingembre qui peut vraiment donner chaud physiquement. Et pour moi, l'esprit a la même dimension qu'on peut explorer. C'est-à-dire, si on peut donner à l'esprit une chance de penser différemment, de ressentir autre chose, ben après on peut voir qu'est-ce qui lui arrive. Un autre exemple pour moi a été la capacité d'aimer les gens. Et quand j'étais plus jeune, peut-être un petit peu moins intéressé à tout ce mouvement spirituel, j'avais une liste très courte de gens que j'aimais beaucoup et une liste très longue de gens que j'aimais absolument pas du tout. Et c'était comme ça, et je me trouvais tout à fait normal. Tu vas à l'école, tu as quelques amis, puis tu as beaucoup de gens que tu n'aimes pas vraiment. Tu aimes un prof, tu n'aimes pas l'autre. On est très sélectif. Et pour moi, c'était normal d'être comme ça, d'avoir quelques personnes que j'aime bien, puis une grande majorité de personnes qui me sont plus ou moins indifférentes, puis une bonne liste de gens que non, ça, je les aime pas du tout. Et quand j'ai commencé le cheminement spirituel, on me dit, tu sais, tu peux changer, hein, tu peux déplacer des noms d'une liste à l'autre. Puis j'ai dit, ah non, ça, on fait pas ça. Moi, c'est très clair, mes listes. Et c'était en plus très axé sur des fois des préjugés, Moi, j'avais un truc jeune, c'est que j'avais rejeté la religion, mais de façon violente, hein, à cause du décès de ma mère. Puis bon, j'avais vraiment trouvé que ce que la religion me disait, que Dieu avait choisi d'appeler ma mère, ben ça, je dis non, ça, c'est pas une bonne idée. Et je m'étais dit par la suite que, puisque j'avais été très, très religieux, mais jeune, jusqu'à 14 ans, que la religion, puis là j'étais tombé dans tous les livres qui dénoncent la religion comme l'opium du peuple, etc. Je m'étais dit qu'en fait, toute personne religieuse a vraiment un très gros défaut de fabrication, puis il ne faut pas se tenir près de ces gens-là. Et j'avais vraiment comme principe, et j'admets, c'est vraiment un principe que j'avais de préjugés, puis entre 14 et 21 ans à peu près, souvent quand je me liais d'amitié avec quelqu'un, il y avait le test de la religion à passer. Et souvent, c'était une question que je leur posais. Et dans ma tête, c'était toujours, bon, avant qu'on aille trop loin, non, on va régler une chose. Es-tu croyant ou pas? Puis comme je dis, ah oui, je suis très, très croyant, etc. Pour moi, c'était comme, bon, on arrête là. Puis vraiment, j'ai cassé des amitiés sur la base de ça, parce que je me disais, non, je peux pas aller là-dedans. Puis j'étais en colère contre la religion. Et puis, donc ça a fait que ma liste de gens indésirables était très, 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 très longue. Parce qu'il y a beaucoup de gens croyants, mine de rien. Puis souvent, j'étais déçu. Je me disais, flûte, c'était bien parti, mais non. Moi, quelqu'un qui croit, là, ça marche pas. Et c'est
le point tournant dans ma vie a été le jour où j'ai demandé à quelqu'un, es-tu croyant? Il m'a dit, ben, plus ou moins, il dit, je suis bouddhiste. Puis en Bretagne, les bouddhistes sont c'est pratiquement une espèce en voie qui n'a jamais existé, en fait. Alors, il n'y en a pas de bouddhiste en Bretagne. Quand il m'a dit bouddhiste, j'ai dit bouddhiste, c'est quoi ça, bouddhiste? Et là, c'était pas clair tout à coup, donc je savais pas en quelle colonne le mettre, si c'était croyant ou pas. Et là, ça a été le début d'un flou artistique qui a comme un peu chambardé mes principes un peu trop rigides. Et j'ai décidé que finalement le bouddhiste il était correct. Puis après, je me dit, bah, si le bouddhiste est correct, peut-être que lui, il n'est pas très, très croyant. Donc peut-être que c'est comme un bouddhiste. Mais tout ça pour dire que la notion de aimer les gens, pour moi, était très limitée. Et quand j'ai commencé la méditation, après des mois, après des années, honnêtement, de méditation, je me suis rendu compte que finalement, d'abord, on enlevait les barrières, donc il n'y avait plus, évidemment, de distinction basée sur les croyances et autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la méditation m'apprenait à aimer pas mal tout le monde. Et je dis pas aimer dans un sens que tu es en amour, c'est pas un amour affectif, émotionnel, c'est un amour, mais t'apprécies, t'aimes bien. Puis finalement, on se rend compte un jour qu'il y a vraiment très, 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 très peu de gens qui restent sur la petite liste courte des gens. On y travaille. Tu sais, en construction, chantier de construction, ils se retrouvent un peu comme ici dans un chantier de construction. Puis c'est bon, okay, ceux-là, je travaille dessus. Mais ça devenait tout à coup très ciblé. Et pour moi, c'était une expérience très fascinante de savoir combien le cœur peut aimer. Et la réflexion que je faisais souvent à mes collègues ou les aînés un peu qui m'enseignaient, je leur disais, mais ça peut grossir jusqu'à quoi le cœur? Parce que je me disais, on peut aimer jusqu'à combien de personnes? Parce que des fois, je me disais, j'aime trop de monde, c'est pas gérable. Il y a 7 jours dans la semaine. Tu peux pas inviter ceux que tu aimes à manger, il n'y a pas assez de repas. Comment tu peux aimer autant de monde, puis gérer tout cet amour? Et ça, pour moi, c'est vraiment une préoccupation de me dire jusqu'où le cœur peut aller dans l'acceptation de nouveaux membres. Tu sais, pour dire, OK, bon, ben la liste de membres augmente. Et aujourd'hui, j'ai découvert que le cœur, qui est pour moi en fait une partie de l'esprit aussi, c'est une fonction de notre capacité de ressentir, est illimité. Il est illimité. Et quand on sent l'amour qui grandit énormément, ben moi souvent je me suis dit waouh, c'est génial. Je savais pas que je pouvais aimer autant. Et surtout, je savais pas que je pouvais aimer des gens que j'ai détestés. Et ça, quand on sent ça, c'est extrêmement profond. C'est dans l'ordre de l'existentiel que tu trouves que tu découvres un amour pour quelqu'un que tu as détesté et qu'on ressent surtout que peut-être pas que j'avais tort de ne pas aimer, mais qu'il y avait un blocage qui n'était pas nécessaire et que maintenant l'amour est là. Et j'explique ça parce que pour moi, la méditation et le silence dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu la même chose. C'est que l'esprit, et on s'en vient vers le sujet, là, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas perdu de vue, mais c'est que l'esprit, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. On voit ce qu'il fait, mais on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Dans le concept de pensée envahissante, qui est un peu le thème de ce soir, faut se demander, mon esprit, est-ce que c'est un territoire occupé ou un territoire libéré? Est-ce que mon esprit est envahi? Est-ce qu'il y a un envahisseur? Ou au contraire, est-ce que j'ai une entière maîtrise et je suis souverain dans mon esprit? Je n'oserais pas vous demander, levez la main, ceux qui sont entièrement souverains et qui n'ont aucun envahisseur. On est tous un peu envahis, non? Temporairement, provisoirement, en permanence, ça dépend des esprits. L'idée de ce qu'on essaye d'obtenir en méditation, c'est l'expérience d'un esprit libre, dans lequel je n'ai pas de pensée indésirée. Pensez-vous que c'est possible? Avec la pratique. Et la pratique devient facile sur la base de l'expérience.
Ce qu'on espère, c'est juste que chacun puisse obtenir une petite expérience qui va donner envie d'en avoir plus, puis qui va nous donner l'expérience plus grosse, qui va nous donner l'envie d'en avoir une autre. Dans le sentiment d'un esprit qui s'est pas mal libéré, possiblement sur une courte période de temps. J'admets que moi, je suis régulièrement envahi. Je me sens tout à coup très libre. Puis un beau matin, tu te réveilles et puis qu'est-ce que vous faites là, vous? Puis là, tu découvres un nouveau bande d'extraterrestres qui a débarqué dans ton esprit. Je ne les ai pas invités. On sait, c'était ouvert, on est rentré, qu'est-ce que tu veux? Ils sont installés. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des mythes alimentaires chez eux? Vous savez où ce que c'est? Les mythes alimentaires. Les granolas, ils ont ça plus souvent parce que ça vit beaucoup dans les flocons d'avoine et les choses comme ça. Vous n'avez jamais vu ça, les petits papillons? C'est une mythe, c'est un petit papillon qui pond des œufs, puis qui est vraiment bizarroïde. Et ça vient de nulle part, tu l'attrapes dans les magasins. T'achètes des flocons d'avoine ou des céréales, souvent du riz, des choses comme ça. Puis c'est très filandreux au départ, il y a comme des mini-toiles, tu te demandes ce que c'est. Et puis moi j'ai eu ça une fois, ça a dû venir d'un magasin. Puis un jour je suis en train de... Je sais que ça va être assez... Là il faut que je sorte l'avertissement. Attention, les propos suivants pourraient déranger certainement. Comment on appelle ça? L'accompagnement parental est requis. Et je suis en train de prendre, je sais pas, thé, café ou quelque chose sur mon comptoir. Tout à coup je vois une larve qui tombe sur le comptoir. Puis je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Comme un petit ver. Puis je n'avais vraiment jamais entendu parler des mythes. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis je vois la petite larve qui tombe. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Et vraiment, ça m'a pris plusieurs jours à savoir ce que c'était. Puis je voyais les petits papillons, mais je ne faisais pas le lien. Ben ça, quand ça rentre, là, good luck. C'est vraiment pas facile à s'en débarrasser. Puis il faut vraiment faire la chasse. Et là, ce qu'ils disent souvent, ben là, tu vas sur Internet comme tout le monde, puis tu réalises qu'ils disent de jeter à peu près tout. Puis là, tu regardes ton pot, tu dis, ben non, il faut jeter. Ou tu mets tout dans le congélateur, ou si c'est l'hiver, tu mets tout dehors, puis tu fais geler, parce que les larves peuvent geler. Et je dis ça parce que pour moi, les pensées envahissantes, c'est exactement ça. Tu les vois pas venir, mais quand elles sont là, c'est très dur de les enlever. On va les décrire tout à l'heure et elles sont aussi dégoûtantes que ces larves, vous allez voir. Mais on les reconnaît pas souvent parce qu'on est entouré de tout ça. Puis vu qu'on vit là-dedans, on se rend pas compte que on peut vivre sans. L'important, c'est de savoir c'est quoi le congélateur. Il faut le trouver le congélateur. Ouais. Je t'annonce, tu es ici, pas loin du congélateur. Et l'esprit a cette capacité de penser et de ressentir. Nous, on définit l'esprit dans le Raja Yoga comme une partie de l'être qui génère les pensées, qui est responsable de penser. En anglais, on appelle ça the mind. L'esprit en français a une double fonction. C'est pas un esprit comme un esprit, un mauvais esprit ou les bons esprits qui voyagent comme ça. C'est l'esprit, la faculté de l'être, de penser et de ressentir. Donc, il y a une capacité à ressentir ou une capacité à penser. Et l'esprit, alors, quand on donne le cours, on montre qu'il a toutes sortes de pensées qui peuvent venir dans l'esprit. Pensées positives, négatives, inutiles, fonctionnelles. Les pensées ont une vitesse, une profondeur, une direction, une qualité. C'est ça qu'on enseigne au début de la méditation, parce que c'est la matière première. Notre matière première en méditation, c'est la pensée. Et on a comme grand panneau qui définit qu'est-ce que le Raja Yoga et qu'est-ce que la méditation, c'est de élaborer la notion « je suis ce que je pense ». Et on dit, c'est pas « je pense donc je suis », mais c'est plutôt « je suis ce que je pense ». Et ce que je pense définit ce que je suis. Là où on aime la notion de Raja, dans le terme Raja Yoga, le Raja veut dire roi, veut dire, ben là je reprends le contrôle de ce que je suis. Et le contrôle de ce que je suis commence par le contrôle de mes pensées, la gestion de mes pensées. C'est excessivement difficile. Mais c'est pas impossible, parce que c'est technique. Donc ça demande de la pratique, ça demande des efforts, etc. Et c'est pour ça que moi je parle beaucoup de mes leçons de tennis, parce que j'adore le parallèle. Et j'en ai pris une ce matin à 7 heures, et je trouvais qu'il y avait
Comme je dis, je pratique depuis longtemps. Je suis vraiment comme un vieux mononcle qui essaye de jouer au tennis comme du monde. J'ose plus me filmer parce que ça m'a fait peur la dernière fois que j'ai fait ça. Mais je continue à avoir de l'espoir que je pourrais continuer. Quelqu'un m'a dit que son père de 75 ans jouait encore au tennis. Alors, je me suis dit, j'ai encore un peu de marge pour m'améliorer. Mais je trouve fascinant, à mon âge quand même, physiquement, avec les limites qu'on a. Tu sais, quand tu as 5 ans, tu apprends différemment qu'à 50 ans. Mais de voir le progrès et de m'observer faire des coups que j'étais incapable de faire il y a 5 ans ou il y a 2 ans. Puis tout à coup de faire quelque chose, de dire « Wow, comment j'ai fait ça? Écoute, c'était vraiment, tu te trouves bon là. » Juste un coup. Le coup d'après, en général, c'est « Ouais, bon, t'énerve pas. Faut le répéter ce coup-là, c'est ça le problème. » Mais d'avoir cette jouissance de découvrir une capacité que j'ai intellectualisée au départ. On m'a dit c'est possible. J'ai dit ok, je peux comprendre. Je la vois à la télévision. Je vois des grands joueurs de tennis. Je les trouve fabuleux. Mais moi, j'ai pas réussi à faire des trucs comme ça. Puis le premier jour où tout à coup il y a des choses qui commencent à se faire et que celui qui t'enseigne te dit waouh, t'as bien fait, etc. Tu dis hey, il y a de l'espoir. Je peux peut-être aller plus loin. Je peux peut-être aller plus loin. Je peux peut-être aller plus loin. Et l'esprit, il est exactement comme ça. Si on trouve la façon de donner à l'esprit une autre configuration, un jour on va se dire « Wow, qu'est-ce que c'était que ce truc ?» Et quand on découvre les capacités de l'esprit, ben là on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. Mon expérience personnelle, c'est que quand j'arrive à dompter cette espèce de monstre qui est un esprit très indiscipliné, quand tu arrives à le dompter pendant un certain temps, l'expérience que je fais souvent, c'est le sentiment d'avoir... c'est ça, c'est là où je tombe dans... C'est indescriptible, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on ne peut pas décrire. Le sentiment, des fois, c'est juste que c'est comme s'il y avait une espèce de... une puissance magnétique qui a comment je pourrais dire, qui a un effet, une radiation, je pourrais dire, ou une espèce de périmètre où tu as l'impression, c'est pas que mon ego passe plus dans la porte, hein, c'est pas la même chose. Ça, je vous en parlais, ça m'arrive aussi. Là, c'est que mon esprit ne rentre plus dans la porte. C'est comme s'il y a une espèce de, comme ça, qui est habité d'un calme tellement puissant, passionnant, rassurant, pertinent. Il y a du sens dans ça. Il y a une signification, il y a une sagesse, il y a un sens. Ça va pas vers tout le monde, ça. Moi, je pense que je suis ce que je pense. Mm-hmm. Et je suis quelqu'un de compliqué. C'est vrai, mais c'est comme les nœuds, ça se défait. Puis on est surpris quand les nœuds se défont. Mais dans cette puissance-là, ce que je ressens après, c'est qu'il y a la synchronicité, encore plus grande qu'à la normale. Qu'il y a la pensée qui rejoint l'autre. Qu'il y a l'apparition de pensées qui, je sais, ne viennent pas que de moi et qui sont complètement nouvelles, complètement fraîches, libres de tout mon bagage personnel. Puis je me dis, tiens, elle a pu venir parce que je l'ai pas attaquée quand elle arrivait. Je l'ai laissée arriver dans mon esprit, puis elle est là. Puis je suis conscient de la... C'est dur à décrire, hein, mais c'est ça. Et ça prend pas grand-chose pour que je casse tout ça. Exactement comme l'image que j'évoquais tout à l'heure, une eau absolument immobile. Ça prend un mini caillou, puis tu viens de perdre l'effet miroir. Il faut que ça reste immobile. Une pensée peut venir tout détruire. Cette espèce d'océan de calme que j'ai construit depuis 1 heure. Et c'est un peu le côté décourageant, mais quand on travaille sur ça, on apprend à maintenir ça de plus en plus, puis à l'utiliser. Dans un état dans lequel l'esprit est libre de ses pensées négatives, inutiles, etc., tu es en interaction avec d'autres, enfin moi j'ai l'impression d'être en interaction avec d'autres, puis qu'il y a une autre dimension qui devient visible. J'entends ce que les autres disent, on voit ce que les autres sont, mais tu captes complètement autre chose. J'adore cette notion que
On ne perçoit pas, nous, à l'oreille, les ultrasons, c'est ça? Et pourtant, il y en a. L'image la plus parlante, c'est qu'en ce moment, la radio est en train de jouer ici. Les ondes de Radio-Canada, par exemple, sont dans la salle en ce moment. Mais notre cerveau n'a pas encore l'application, heureusement. Ce serait vraiment... Ben, ça serait peut-être utile, remarque. Mais imaginez que dans notre cerveau, on nous implante un petit truc, une petite chip, là, tout à coup, qui nous permet d'appuyer ici, c'est Radio-Canada, ici, c'est TVA. Peut-être qu'un jour, ils vont nous faire ça. Mais si on avait un capteur, puis un décodeur, on pourrait entendre la radio. Mais on utilise des appareils pour le faire. Mais les ondes passent. Et l'esprit, quand il est très, très calme, ben, il capte des énergies, des messages, des réalités, des sentiments, des impressions qui sont toujours là, mais qu'un esprit brouillé ne peut pas capter. Il n'entend rien. Il dit, hein, qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas comment est-ce que tu as dit, mais je suis sûr que tu as dit ça. Non. On dit à la blague, par exemple, puis je fais souvent parce que... Non, là, je pense que vous m'écoutez à peu près, non? Mais des fois, on dit les gens, ils ne nous écoutent pas. Ils écoutent leurs pensées pendant qu'on parle. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose, c'est évident que ça évoque quelque chose en vous. Mais il y a des gens qui vont retenir ce qu'ils ont pensé pendant qu'on parlait, puis après ils vont dire, mais t'as dit ça, hein? Je dis, non, j'ai pas dit ça. Mais parce que quand j'ai dit ça, eux, ils ont pensé autre chose, ils se sont souvenus de leur pensée, puis ils pensent que c'est ça que j'ai dit. Je dis, non, j'ai pas dit ça. Et c'est là où l'écoute active, ben là, c'est un autre cours, hein, mais ça existe. Apprendre à écouter vraiment ce que l'autre dit, ça vient fermer nos propres haut-parleurs pour vraiment entendre ce que l'autre dit, quoi. Et pas penser et ajouter toutes nos pensées par-dessus. C'est très dur à faire. Alors, l'esprit, quand il fonctionne, ben, c'est vrai qu'il est hallucinant, quoi. C'est un pouvoir. On dit toujours en méditation, notre argument de vente, c'est une mine d'or, c'est génial, une mine de diamants, c'est formidable. Ben, si vous n'en avez pas, ce qui est probablement le cas, j'imagine, on a ici une mine incroyable qui est à notre portée. Personne ne peut nous dire, ou on ne peut pas se plaindre et dire « Ah, ben moi, je n'ai pas accès à cette mine. » Tu ne peux pas dire « Je suis compliqué, puis je le serai toujours. » Le potentiel en chacun est là pour devenir une mer lisse qui va devenir un miroir vers autre chose. Chacun a cette capacité. C'est juste à se demander, est-ce que je prends le temps de le faire ou pas? Est-ce que j'ai l'intérêt de le faire ou pas? Est-ce que je connais la méthode pour le faire ou pas? Est-ce que j'ai essayé ou pas? Est-ce que je suis bien accompagné? Est-ce que je le fais comme il faut ou pas? Et c'est là où chacun va faire un peu son petit bout de chemin comme il l'entend, quoi. Mais la capacité, je pense qu'elle est là pour chacun. Maintenant, il faut qu'on... Moi, j'ai aimé dans le Raja Yoga, ce que ça m'a appris, c'est de reconnaître les pensées. De reconnaître qu'il y a des pensées utiles, puis il y a des pensées inutiles. Il y a des pensées qui sont bonnes, puis il y a des pensées qui sont vraiment mauvaises. Alors, j'appelle ça souvent un peu l'espèce de... Tu sais, il y a une espèce de conscience toxique, puis il y a une conscience bénéfique. Il y a un esprit qui peut être toxique, puis il peut être bénéfique aussi. Mais c'est à nous de le réparer s'il y a un problème. Alors, les pensées envahissantes, souvent, ce sont des pensées toxiques. Si on est envahi par l'amour, ben ça c'est très bien. Accueillez l'envahisseur avec bonheur, saluez-le quand il arrive, faites un bon festin, puis dites-lui qu'il est vraiment bienvenu, puis qu'il peut rester aussi longtemps qu'il veut. Ça, il n'y a pas de problème. Et si l'envahisseur arrive, puis que c'est un envahisseur toxique, ben là, on fait quoi? Un exemple, quelqu'un vous dit quelque chose, pas grand-chose, genre, je peux reprendre comme exemple, t'as changé de coiffeur? Ah ouais, c'est différent. Hein? Tout ce qu'elle a dit. Puis vous, là, pendant les 2 prochains jours, ça va répéter dans la tête. Non, mais de quel droit elle peut me dire que, tu sais, pourquoi elle m'a fait remarque sur mes cheveux, puis pourquoi, c'est quoi son problème? Puis, tu sais, je prends vraiment un exemple débile, j'exagère un peu, mais admettons que quelqu'un vous dise autre chose, ou je sais pas, vous dise quelque chose que vous aimez pas, puis vous trouvez ça un peu blessant ou négatif. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, non? Puis après, tu veux arrêter la conversation
avec l'autre personne dans notre tête. Puis là, c'est comme être avec un disque rayé. Ça recommence. La personne, on dit toujours, elle ne nous l'a dit qu'une fois. Elle ne m'a dit qu'une fois, t'as donc bien l'air bête ce matin, tu t'es mal réveillé. Puis tu le prends pas ce matin-là. Elle l'a dit qu'une fois, puis peut-être c'est une blague, j'ai pas compris la blague. Mais moi, je vais le répéter combien de fois dans ma tête après. Ça, c'est une pensée envahissante. On la veut pas, mais elle revient sans arrêt. Puis non seulement elle vient, mais elle vient avec toute sa gang de petites copines ou de petits copains. Puis là, ça vient juste une pensée. Puis là, ça vient avec vraiment l'autobus qui débarque derrière. Ouais, je suis pas venu toute seule, attends de voir. Puis là, ça vient avec, ouais, je me souviens, l'année dernière, elle m'avait dit ça aussi, puis l'autre ça, puis là, puis lui, puis elle, c'est son copain, hein, tu vois, puis c'est pour ça, ils se parlent, puis comme ça, il parle de moi quand je suis pas là, puis je dis, oh boy, on est rendu loin, elle avait juste dit, t'as changé de coiffeur. Puis moi, je suis rendu déjà dans un portrait psychologique, que là, c'est une terroriste, puis elle va rentrer chez moi demain, puis elle va me tuer. C'est sûr. Je suis en danger, il faut que j'appelle mon ami. Hey, on se calme. C'était pas ça. C'était le petit verre qui est venu, là, puis avant que tu t'en rendes compte, t'as un pot complet avec plein de verres là-dedans, puis tu te dis, ça y est, je suis envahi, c'est The Bird, c'est de Hitchcock, là, c'est les oiseaux d'Hitchcock qui débarquent chez toi. C'était juste une pensée. Et c'est devenu envahissant. Ça peut être créé par soi-même. Demain, il faut que j'aille à une rencontre pour un nouveau poste, un entretien, que je passe une entrevue pour un nouveau poste. Alors là, personne ne m'a rien dit, je fais faire ça tout seul, comme un grand. Je vais me saboter, je vais m'autodétruire. Ah non, je ne serai pas capable. Ah non, mais si jamais il me demande si j'ai un bac, je n'en ai pas, qu'est-ce que je vais dire? Et puis là, on part, on crée des scénarios. Il ne s'est rien passé, hein, il n'y a pas eu d'entrevue. Mais avant même l'entrevue, je crée déjà les pires scénarios. J'ai pas le poste, je suis déjà en train de trembler, j'ai des sueurs. Non, ça vous est jamais arrivé? Ça s'appelle la préméditation. C'est très toxique. Mais ça arrive, des fois on fait ça. Ça, c'est vraiment des pensées envahissantes. Alors, la liste est longue, il y en a beaucoup des pensées envahissantes. Quand on comprend comment fonctionne l'esprit, on décrit l'esprit comme une partie de soi, mais c'est une partie de soi sur laquelle on peut, avec laquelle on peut entretenir une relation convenable aussi. Moi, j'ai souvent fait cette expérience, le problème de genou à un moment donné. Si tu aimes le tennis, puis que tu as un genou qui ne marche plus, tu as presque envie de prendre un marteau, puis de dire, putain, mon petit, là, tu lui en veux à ton genou, là, il t'enlève plein de bonheur. Ou tu te dis, ok, cool, je vais prendre soin de toi, puis j'exagère un peu, mais on a un rapport avec soi-même qu'on peut développer aussi. On dit souvent, il faut être bon avec soi. Si on est malade, si on a des problèmes, il faut être bon avec soi-même. Et notre esprit, c'est de se demander, qu'est-ce que j'attends de mon esprit? Quel rapport j'entretiens avec mon esprit? On a un rapport avec notre estomac. On a faim, on mange. On aime bien manger. On a un rapport avec la nourriture, mais qui est un rapport très personnel, qu'on veut se faire du bien, puis on veut se nourrir. Est-ce qu'on a la même préoccupation avec notre esprit? Est-ce qu'on a la même volonté de nourrir notre esprit convenablement qu'on a avec notre estomac de bien le nourrir? Est-ce que c'est la même chose ou lui, là, peu importe ce qui rentre, qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien. Non, on y peut quelque chose. Et si on a de l'anxiété, de l'angoisse, de la colère, de la rancune, de la haine, de l'impatience, on continue, la liste, on va donner. Ça, c'est comme manger des cailloux, des vers de terre, des excréments de corbeaux. On ne mange pas ce genre de trucs. Mais dans l'esprit, c'est un peu ça qu'on met. Puis après, on s'étonne, on se dit, je suis un peu confus. Hein. C'est bon? Qu'est-ce que tu as mangé? Je suis en colère depuis 3 jours. Ouais, c'est sûr, tu vas être très confus. Puis fatigué. Puis pas de bonne humeur. Puis tu vas douter. Puis tu capteras aucun signal. Puis quand une personne va nous parler, on va décoder, mais complètement de travers, ce que la personne nous dit. Puis les gens, après, nous arrivent avec des choses vraiment fabuleuses. Et moi, ça m'est arrivé tellement souvent, puis probablement je l'ai fait à d'autres aussi. Je dis quelque chose à quelqu'un,
Puis après, la personne va me dire, non, mais je sais exactement ce que tu pensais. Hein. C'est ça que tu voulais dire. Hein. Je dis, non, comment tu peux prétendre que c'est ça que je voulais dire? Et alors, ça va loin après. Et les gens décodent très mal ce qu'on essaye de dire, ou ce qu'on a vraiment dit, ou ce qu'on a vraiment ressenti. Et vice-versa. Des fois, moi, je pense que je décode très mal ce que la personne a vraiment voulu dire. Et alors, l'esprit, si on n'arrive pas à lui donner une nourriture convenable, c'est évident qu'il ne va pas performer, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il est censé faire. Et c'est là où l'idée que j'oserais émettre pour nous, clouer un clou définitif pour ce soir et vous déprimer vraiment pour toute la semaine, c'est qu'il y a vraiment un producteur de toxicité majeur qui est responsable de tout ça. Puis dans un sens, ça va être bien de l'identifier et de le nommer pour dire qu'il n'y a qu'un seul responsable à ça. Ça va simplifier. Il n'y a pas 36 000 terroristes, il y en a un seul. Comment vous l'appelleriez? Avez-vous une idée? L'ego. Exactement. C'est toi qui disais l'ego. Ah, c'est à cause du mal, je n'ai pas vu. Exactement. Moi, j'en dis, c'est vraiment l'ego qui est le maître, chef d'orchestre. Sauf qu'il y a deux égos. Et moi, j'aime bien l'idée de savoir qu'il y a un ego toxique et il y a un ego bénéfique. L'ego, c'est la définition de soi. Comment je me définis? C'est ça mon ego. Et si je me définis avec distorsion dans ma perception de soi, ça devient un ego toxique. Si je me définis avec une authenticité, ça devient un ego bénéfique. Alors, qui crée ces pensées envahissantes? C'est souvent l'ego toxique. Parce que l'ego toxique est extrêmement susceptible, il est extrêmement colérique, il est extrêmement faible, il a un doute tellement abyssal de lui-même qu'il va tout faire pour éviter la critique, le regard de l'autre qui rabaisse, le doute, il a peur de ça. Donc il se défend avec la colère, avec le je, le moi, le ceci, name dropping comme on appelle en anglais, etc. On va là-dedans. Parce que l'ego toxique est vraiment dysfonctionnel. Il y a un gros problème. Et très sincèrement, et c'est drôle parce que le sujet, je l'avais pas vu venir, comme on dit. Et depuis 2-3 jours, je suis en train de me faire ce qu'on appelle un mind mapping de reconfiguration de mon esprit. Et je me disais, alors, j'essaie de ne pas faire une longue histoire, mais ça vient d'un truc d'ordinateur, je trouve ça très bon. Et régulièrement, j'avais un petit message sur mon ordinateur qui était une compagnie qui, évidemment, veut me vendre quelque chose, mais qui te dit, attention, on décèle que votre ordinateur a un problème. Ah, tu dis, ouais, je sais, tu veux me vendre quelque chose. Mais l'autre côté de moi, c'était, bon, c'est quoi le problème? Peut-être que je peux le réparer gratuitement, tout seul. Puis là, j'arrêtais pas de voir un message qui me disait que mes pilotes étaient pas à jour. Si ton pilote d'avion est plus à jour, ben, à un moment donné, tu te dis, peut-être que je suis en danger, là, il va crasher quelque part. Alors, je fais une recherche à un moment donné, puis en effet, mon ordinateur était très lent. Puis, honnêtement, j'étais dans le scénario, il faut que je change mon ordinateur. Je m'en allais appeler quelqu'un, puis je retardais, mais je me disais, ouais, ça va me coûter tant, puis ça me tente pas de changer l'ordinateur, tout remettre, etc. Mais il était vraiment presque mort, il était lent. Puis t'as vu ce petit message, pilote, puis bon, peut-être ça fait peut-être partie du problème, au point où il en est, de toute façon. Je fais des recherches Internet, je vais vous sauver toutes les recherches, ça s'appelle Driver Cloud. C'est un logiciel gratuit, etc. Puis essayez-le, puis il va vous dire si vraiment vos pilotes sont un problème. Je l'essaye en me disant, là, Eric, là, tu joues avec le feu, là, tu vas tout faire crasher. Alors, j'essaye, puis bon, c'est un truc, je vois plein de trucs Internet qui disent, non, c'est un logiciel très fiable, beaucoup d'entreprises l'utilisent. Allez, je pars l'analyse, etc. Il m'arrive exactement avec le même nombre de pilotes. J'avais 19 pilotes. Pas bon. C'est vraiment ça être sérieux, là, 19 pilotes qui ne marchent plus. Alors, il me dit, voulez-vous tout réparer? Ou aller à pièce par pièce? Genre, allez, la foi, tout réparer. Il dit, c'est parti? Oui. Vraiment? Oui, vas-y, écoute, c'est bon, ça va me coûter 500$, c'est pas grave. C'est parti. Puis là, tu vois ton ordinateur, écran bleu, noir, tu sais, oh boy, ça va.
me coûter cher. Mais j'avais un backup, hein, quand même. Puis tout à coup, il dit, bon, tout est beau, mais il faut redémarrer l'ordinateur. Oui? OK. Écoute, je redémarre, là. Il a démarré, il a fait le bruit d'une Jaguar. L'ordinateur, en l'allumant, il fait... Oh! Écoute, c'était une... J'exagère un petit peu. Mais c'était vraiment une fusée. Vraiment, il est parti comme... Je dis, wow! Hey, je vis avec 19 pilotes abîmés depuis à peu près 1 an. Ça m'a pris 3 minutes et beaucoup de fois pour réparer ça. Et là, j'ai un Jaguar. Mon ordi est complètement retrouvé sa jeunesse d'antan. Honnêtement, je n'exagère pas du tout. Il est reparti comme... Et je me disais, incroyable, hein? J'ai toléré ces mauvais pilotes pendant tout ce temps-là. J'avais pas l'information. J'avais jamais pensé que c'était ça le problème. 2, j'ai pas pris le temps, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et là, mon même ordi, écoute, je viens d'économiser plus que ça même, plus que $500 en ordinateur. Et là, il fonctionne super bien. Et j'ai appliqué le même logiciel à mon autre ordinateur qui était déjà rapide. Écoute, quand j'appuie la touche, là, il recule tellement, c'est incroyable, je jure, là, c'est incroyable. Mais, et ça m'a fait naître l'idée, hey, mon esprit, il y a peut-être des pilotes qui marchent plus aussi. Je m'en suis pas rendu compte. Je trouve qu'il est performant, mais il pourrait peut-être être plus performant que ça, quoi. Alors, j'ai cherché Google, mais il n'y a pas ça. Il dit, là, je sais pas. C'est trop compliqué pour moi. Je peux t'aider avec ton ordi, mais ton esprit, va voir le Raja Yoga. Et là, je me suis dit, OK, peut-être j'ai besoin de mettre à jour certains pilotes dans ma tête. Et malgré tout ce que je fais comme travail, je me suis dit, non, on va aller refaire un nouveau mind mapping. Et vraiment, ça m'a amené à cette question de qu'est-ce que je veux avoir comme relation avec mon esprit? Et là, j'ai fait un exercice qu'on fait des fois en méditation. J'ai parlé à mon esprit. Puis là, dire à mon esprit, comme si c'était un esprit, un être. Puis j'ai été très respectueux. Tu sais, j'ai pas dit, hey, toi là, viens-t'en. Tu sais, j'étais très gentil. J'ai dit, oh, esprit. Tu m'entends? Non, je plaisante un peu. Mais je l'ai amené de façon très kind. C'est très tendre en me disant, hey, esprit, qu'est-ce que tu as? Tu sais, comment ça fonctionne? Comment tu pourrais être mieux? Et je pense que le premier cri, c'était, peux-tu arrêter ta toxicité, puis tu dois encore enlever. Je pensais avoir fait beaucoup de ménage, mais non, tu en as encore trop. Enlève tout ça, enlève tous ces dossiers. Et aujourd'hui, j'avais un peu de temps au travail, j'attendais quelque chose, puis j'ai décidé de passer à travers une montagne de courriels. Puis il y en a qui restaient là, mais depuis comme 6 mois, tu sais, qu'ils ont une petite étoile rouge comme important. Voilà, 6 mois plus tard, tu regardes ça, tu dis delete, fini là, désolé, je le ferai jamais, puis c'est fini, c'est fini. Puis écoute, j'ai tout nettoyé. Puis je me disais, dans le concept encore du mind mapping, c'est à ça que je veux que mon esprit ressemble. T'es libre. T'es peut-être 2 ou 3 qui traînent là, puis that's it. J'en veux plus, là, des affaires, peut-être, la grand-mère, le machin. Non, jette tout ça. Il n'y a rien d'important, l'esprit est libre. Et pour ça, je me disais, c'est le travail qu'on fait de méditer, étudier, s'informer, comprendre l'esprit, mais le libérer. Et de se dire, et depuis ce matin, et honnêtement, j'avais pas lu le thème du tout de la soirée. Et c'est quand je l'ai lu tout à l'heure, c'était comme, c'est vraiment exactement ça, quoi. Et depuis ce matin, ce que j'essayais de faire, c'est d'entendre mon esprit et me dire, est-ce que je peux rester très longtemps sans qu'aucune pensée que j'ai pas envie d'entendre ne vienne dans mon esprit? Et je vous dis qu'il y a un grand silence qui s'établit tout de suite. Comme, à quoi tu penses? Rien, écoute, à rien. Et c'est venu du fait que, je pense que c'était hier soir, hier soir, on a fait une méditation. Non, c'était, monsieur Pierre, il y a eu un soir, j'ai fait une méditation. Je pense que c'est hier soir. Puis à un moment donné, j'étais incapable de penser. Et je me suis rendu compte après 20 minutes que je me dis, vous donc. Et puis à la blague, j'ai failli me taper pour me dire, qu'est-ce qui était mort? Oui, c'était hier soir. Je me dis, y a-t-il un encéphalogramme? C'est un peu inquiétant quand t'entends bip, tu sais, elle me dit, allô? Comme t'es-tu mort? Il dit, non, je suis pas mort, je suis juste sans silence. Puis c'était tellement long que je trouvais que c'était vraiment ça l'expérience que je voulais d'un esprit
silencieux, longtemps. Aucune pensée inutile. Mais je les connais, les pensées qui reviennent, puis qui attaquent, puis qui sont rayées, puis et ça, c'est l'ego toxique. Alors, d'être capable de se dire, est-ce que je peux avoir ce lien avec mon esprit pour lui dire, regarde, on va se faire du bien mutuellement. Moi, je vais t'aider à moins penser toxique, mais je vais te regarder, toi, l'esprit, puis je veux t'observer dans ta beauté. À quoi tu ressembles quand tu es un grand sage, calme, silencieux, empli de paix. Et c'est là où on voit à ce moment-là la confrontation entre cette paix, cette eau lisse, et là on le voit arriver le petit caillou. Et si c'est ce que la personne m'a dit qui m'a énervé, et là c'est là où je me disais, mais pourquoi tu viens toi encore? Et c'est là où la pensée disait, ben, c'est l'ego toxique qui est là. Alors, là où j'en suis rendu maintenant dans mon nouveau réparation de pilote, c'est qu'en fait, l'antidote à l'ego toxique, ce que je me disais, c'est en fait, il faut développer une humilité extrême. Et je pensais à ces gens qui ont marqué l'histoire. Beaucoup d'entre eux, ce qui a fait qu'ils étaient exceptionnels comme individus, c'était cette capacité d'être d'une humilité incroyable. Ils ne s'appropriaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne se disaient pas, hey, je suis bon, hein, regarde, j'ai fait ça. Non, ça c'est de l'arrogance grossière, mais l'humilité dans sa subtilité, elle devient un territoire d'exploration fascinant. Et peut-être que contrer l'ego toxique avec une recherche sur ce que représente une humilité, je dis extrême, en fait c'est une humilité, point. Puis pas même extrême, c'est l'humilité, elle est humilité. Et l'humilité devient tout à coup révéler la beauté de l'être sans avoir peur que ce soit impermanent, sans avoir peur de se faire blesser par l'autre, sans avoir peur que ce soit vulnérable. C'est ça l'humilité aussi. Et je me disais, si je peux juste tomber en amour avec l'humilité, elle va nourrir l'ego bénéfique. L'ego bénéfique a besoin d'humilité. Il se nourrit d'humilité. L'ego toxique se nourrit d'orgueil, d'arrogance, de prétention, d'insolence, de vanité, etc., etc. Il a sa liste de petits copains, quoi. L'ego bénéfique va aller puiser dans l'humilité. Parce que l'humilité va garder un ego bénéfique dans la taille normale, qui est une taille très modeste. Et c'est de reprendre conscience de sa place dans l'humanité, dans la collectivité, face à l'autre, dans la dualité. L'ego toxique me donne une vision disproportionnée de ma place face à l'autre. L'égocentrisme, l'égoïsme, alors que l'humilité donne à l'autre toute sa présence sans que je me minimise. L'humilité n'est pas une minimisation de soi. L'humilité est au contraire une révélation de soi dans son authenticité, dans sa beauté, dans sa vulnérabilité, dans sa pureté, dans sa douceur, en prenant la chance de dire, regarde, c'est ça. Et on a la foi, je dis bien on a la foi, ceux qui pratiquent ce genre de trucs, que d'exposer mon humilité deviendra une puissance comme un bouclier et qu'elle ne sera pas attaquée. Mais ça prend une foi incroyable d'être capable de s'afficher en se disant, ok, je prends une chance, j'appuie sur réparer tout et je vais voir ce qui se passe. Parce que l'ego toxique a la foi qu'il ne faut surtout pas faire ça. Parce qu'on va m'attaquer, on va me critiquer, on va me juger, on va m'abaisser. C'est pas bon pour moi. Donc je développe l'orgueil, l'arrogance, la colère, la vanité, etc. pour me protéger. Mais c'est pas nécessaire, ça va faire mal à l'autre. Puis ça me distorsionne dans ma relation avec l'autre, avec la communauté, avec le monde. Et l'humilité
Et je dis ça honnêtement, je travaille, hein, je suis aux prises avec un problème de toxicité d'ego comme tout le monde. J'essaye de le neutraliser. Ça fait des années, puis souvent il revient, puis je me dis, flûte, je pensais l'avoir enlevé, mais non. Il est rentré par une petite faille comme le petit verre là, de la mythe. Puis je dis, comment t'es arrivé là, toi, coudon? Et j'en ai vu un quand j'ai eu cette infestation une fois, dans des pots. Puis je regardais le pot, je dis, mais comment tu peux pas rentrer? Comment t'es rentré là-dedans? Je veux dire, c'est des pots en verre, là, tu sais, avec un couvert. Je dis, comment il rentre? Ben, l'ego, il est aussi fin que ça, là. Il va rentrer d'une façon ou d'une autre. Puis avant qu'on sache, on est en colère. On est pris avec une espèce de pensée répétitive. Ça sont les signes. Une amie, une fois, faisait une classe, puis elle disait, vous savez comment vous avez des souris? Ben, les crottes. C'était assez grossier, là, mais elle disait, c'est comme ça que tu sais que tu as des souris. Si tu vois les petites crottes de souris, ben, tu sais que s'il y a des crottes de souris, il y a une souris. Puis elle disait, vos pensées toxiques, là, elles laissent des traces. Ben, les traces vont vous montrer que vous avez de l'ego. Quand on est en colère, quand on est impatient, quand on est en train de recycler constamment le même truc, puis le même scénario, puis qu'on est en train d'avoir des dialogues avec des gens invisibles dans notre tête, un gros ego toxique. Là. Tu sais, si tu parles à plein de monde dans ta tête, puis qu'il n'y a personne autour, il faut consulter, il faut vraiment consulter, c'est un problème. Puis après, je vous invite juste à faire un exercice, alors là, périlleux, mais vraiment inquiétant. Recensez combien de personnes habitent chez vous, là, sans autorisation. Les squatteurs, c'est les envahisseurs. Combien de dialogues vous entretenez dans la tête avec combien de personnes? Ils sont combien à vivre dans votre tête comme ça gratuitement? Ils ne payent pas de loyer. Puis ils vont tout saccager, en fait. Ils empêchent la paix, le bonheur, l'amour. Des vrais squatteurs. Ils détruisent tout. Et ça, c'est toxique. Et c'est notre ego qui entretient ça. Si je suis blessé, c'est mon ego qui est blessé, je vais vouloir me venger. Et donc, on cherche toutes nos armes, on aiguise, en attendant l'autre, puis on dit, tiens, je vais le piquer comme ça, je vais dire ça, je peux dire ça. Brillant là-dedans. L'ego, il est très, très, très articulé. Un avocat hors pair. Il gagne sa cause très souvent. L'humilité, elle vient avec aucun mot pour se défendre. Elle arrive et elle dit non, moi je suis toute nue. J'ai pas de mots à dire. J'ai juste moi à montrer. C'est ça ma défense. Et faut avoir la foi pour faire ça. Mais l'humilité est toute douce. Elle n'a pas à se prouver, elle n'a pas à prouver quoi que ce soit. Elle n'a rien à défendre. Elle n'a aucune cause. Elle est juste... la seule chose qu'elle a comme mot, c'est « je ». Voilà. D'avoir été diminué. Oui, on a tous été diminués. Dire que c'était pas correct. Oui, mais pourquoi on a le goût de dire « c'est pas correct » quand quelqu'un nous insulte? C'est parce que notre ego est blessé. On a juste envie de se libérer de cette négativité et on pense qu'en se vengeant, c'est-à-dire qu'en retournant le mal à l'autre, ça va nous libérer. Non, comment il était. On peut, mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il y a des lois, il y a la justice, on va s'en occuper, le karma va s'occuper de chacun. Parce que si on rentre là-dedans, on devient un justicier. Et on dévie le problème. Le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est pas que l'autre m'a dit quelque chose qui m'a fait mal. Le vrai problème, c'est que j'ai un ego qui n'accepte pas la moindre remarque. Et si je suis susceptible au point où on me dit une toute petite chose, puis que ça prend feu dans ma tête, c'est pas à moi de dire à l'autre, « Hey, t'as eu une petite étincelle là, franchement, là. » C'était plus que ça. Oui. Un animal bizarre à dompter. Oui, mais c'est toujours relatif. Le vrai problème, c'est que j'ai pris feu. Et c'est moi qui me suis énervé, puis c'est moi qui me suis mis en colère, puis c'est moi qui ne le prends pas. Et si j'étais un saint, ben, je réagirais différemment. Et ça ne m'empêcherait pas peut-être un jour de dire à la personne, je pense que tu exagères, tu sais, c'est pas sympa de dire ce que tu as dit. Mais je ne le dirais pas suite à une colère. Je le dirais suite à une sympathie envers l'autre personne. Comme quand tu dis à ton enfant, arrête, si tu mets ta main sur le feu, tu vas te brûler. Tu lui dis pas ça en colère, parce qu'il va abîmer ton poil, là. Tu lui dis ça parce que tu l'aimes, ton gamin, puis tu veux pas qu'il se brûle.
Mais vraiment, quand on dit à quelqu'un, il faut que je te parle. Tu sais ce que tu m'as dit hier, là? En général, c'est pas parce que tu aimes l'individu puis que tu veux lui faire du bien. C'est parce que tu veux juste te vider le coffre puis dire, regarde, tu m'as fait mal, je vais te faire mal. Je vais te mettre le doigt dessus. Honnêtement, je pensais souvent ça. Et ça, c'est l'ego qui est toxique. L'ego bénéfique, il ne cherche pas à faire ça. Il ne cherche pas à faire ça. Il va se dire qui suis-je pour prétendre à être mieux qu'un autre. L'ego humble, l'ego bénéfique, c'est pour ça que je dis, il va se remettre en position par rapport à la communauté, par rapport au monde, puis par rapport à l'autre. Et c'est dur parce qu'il faut se déshabiller, il faut se mettre à nu. Il ne faut pas avoir peur du regard de l'autre. Physiquement, on ne ferait pas ça non plus. Donc, quand l'ego toxique embarque suite à quelque chose qui est arrivé relationnel avec quelqu'un d'autre qui a fait partir dans nos pensées, activées négativement, comment on fait pour les arrêter? Ben alors, ce sera le thème de mercredi prochain. Non, je plaisante. Non, d'ailleurs, mercredi prochain, c'est notre party de Noël. Alors, on ne parlera pas de ça du tout. Mais non, c'est exactement ça. C'est après, on va aller comprendre qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient. Après, il va falloir appliquer des méthodes, ma relation avec l'esprit, avoir cette volonté de ne pas laisser mon esprit être envahi, de dire c'est plus important pour moi de préserver mon esprit que de donner raison à ce qui est en train de se passer. Et là, la connaissance, puis la pratique, la méthode, tu sais, c'est comme moi, c'est pareil, quand je veux dire à un prof de tennis, mais oui, mais la balle est passée tellement vite là, que je ne peux plus la relancer. Là. Mais il dit, ben oui, mais attends, il faut que tu apprennes. Donc là, moi j'apprends au tennis, par exemple, il va te dire, il faut que tu anticipes. Bon, il faut que tu anticipes, c'est compliqué. Là. Il me dit, oui, il faut que je regarde. Il me dit, des fois, il faut que tu aies déjà vu avant que je frappe la balle, tu saches où est-ce que j'envoie la balle. J'ai dit, tu es malade? Ça va pas la tête. Moi, en général, je sais où va la balle quand c'est trop tard. Ça va passer, puis je dis, ouais, tu l'as envoyé là. Qu'est-ce que tu veux? Mais là, récemment, tu rentres dans une zone où je comprends ce qu'il veut me dire. Puis là, je découvre que j'arrive à capter des gestes qu'il fait qu'il y a un an, oublie ça, je n'étais même pas capable, je ne savais même pas où j'étais sur le terrain. Mais alors, dans ce sens-là, oui, il va falloir étudier, il va falloir apprendre, il va falloir trouver des méthodes, il va falloir pratiquer. Et on le fait régulièrement, c'est ça le développement personnel. Et si on s'applique à ça, c'est exactement comme de dire chez toi un jour, coudonc, tous ces trous dans le toit, c'est fini. Là. Ben là, tu appelles un contracteur puis tu dis rénovation. OK, on va rénover. C'est comme moi qui va dans Google puis dire OK, les pilotes, là, on va réparer ça. Ben voilà, on part dans un projet, c'est un projet. Et moi, je suis dans ce projet-là depuis très longtemps, mais là, récemment, c'est vraiment très ciblé sur cet égo toxique, en train de me dire, moi, je me suis dit récemment, toi, là, vraiment, ça suffit. Là, je vais te faire la job. Là. On va appeler les entrepreneurs compétents. Puis je pense que c'est la machinerie lourde. Je suis désolé, mais il va falloir aller avec ça. Et sérieusement, il faut, à un moment donné, faire le vrai travail. Et je sais que pendant longtemps, la paresse va m'empêcher de le faire. La peur va m'empêcher de le faire. L'opinion publique va m'empêcher de le faire. Il y a plein de raisons qui vont m'empêcher de le faire. Sauf qu'un jour, on dit souvent, la souffrance à ne pas changer est plus grande que la souffrance de changer. Donc, je change. Ça va être moins souffrant de changer que de ne pas changer. Ben là, tu dis, OK, il n'y a pas le choix. Mais ça devient une volonté au départ. Est-ce que je veux que mon esprit soit libéré de ses pensées envahissantes ou pas? Et pour le vouloir, ben, il faut venir dans des endroits comme ça ou ailleurs, ou voir un film ou je sais pas quoi, ou écouter un sage qui arrive à nous convaincre qu'un esprit libéré, c'est vraiment génial. Puis ça vaut vraiment le coup de travailler là-dessus. Il faut le vouloir. Pour le vouloir, il faut l'avoir. On dit souvent le vouloir, pouvoir, mais il faut le voir au départ. Puis quand tu le vois, ben après tu peux le vouloir, puis tu peux après le pouvoir, ben ça vient après.
Je me fais encore emballer, mais bon, le temps passe, c'est passionnant. On n'a pas fini, mais on va continuer. Il y a d'autres mercredis encore. Mais c'est un sujet, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je pense que ça vaut la peine d'explorer. Et je vous suggère pour les prochains jours de juste penser à ça, parler à notre esprit, d'essayer de voir dans quel état il est mon esprit, puis de se dire, qu'est-ce que j'aimerais ça avoir un esprit clean, qui n'est pas envahi, qui n'est pas... Puis vraiment, à un moment donné, quand ça c'est assez fort comme volonté, tu vas dire, rien ne vaut vraiment de salir cet esprit-là. Ça vaut pas la peine, ça vaut pas c'est trop précieux cet esprit clean. Moi, quand je sais que je fais attention à mon énergie physique, si on n'abuse pas de rien, si on se couche, qu'on dort bien, on est tellement mieux quand on est en forme. Tellement mieux quand on est bien reposé, on a bien dormi, on se sent tellement mieux. Tu te dis après, plus jamais je vais sortir tard. On sait que ça coûte cher. Plus on vieillit en plus, plus tu peux pas te permettre de hypothéquer le lendemain. Mais tu enlèves la saleté. Mm-hmm. Tu enlèves la saleté. Tu enlèves la saleté. Hein. On se sent mieux. Alors, on pourrait continuer longtemps. Je propose de finir comme d'habitude avec une méditation qui résume tout ça. Juste avant, Oui. est-ce que tu proposes des lectures des fois? Pas vraiment. C'est bon de lire. J'aime bien c'est dur. Nous, on a un système dans le Raja Yoga qui est vraiment au niveau très avancé, qu'on appelle un murli. Nous, on a des textes qu'on lit, qu'on étudie. Ça, c'est le mardi soir. Mais le mardi soir, avant d'arriver au mardi soir, on suggère aux gens de faire le cours de méditation, le cours de Raja Yoga. Et là, après, c'est le murli. Et nous, on a des textes qu'on lit. Ils sont vraiment particuliers. Ce sont des classes de nos aînés on les a enregistrés depuis des années. C'est fascinant de les explorer. On a des livres, des fois, de nos aînés qui sont là, qui sont vraiment stimulants aussi. Mais c'est sûr qu'on va suggérer dans tout l'ensemble du Raja Yoga, on définit que l'étude est un des moteurs principaux dans le Raja Yoga. Il faut étudier. Donc ce soir, on prend le temps de réfléchir. Ça fait partie d'une forme d'étude aussi, de s'exposer à la pensée. Mais je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui ont aussi de très bonnes idées. Donc apprendre, écouter ce que les autres ont à dire, c'est fabuleux. Moi, je le fais aussi. Ce soir, je parle, mais j'étudie beaucoup. Moi, je lis... je prends des notes, je structure mes pensées, j'ai des cahiers, enfin maintenant dans mon ordinateur qui fonctionne bien avec des bons pilotes, mais j'ai un drive, je fais plein de trucs d'études, et tout le temps. Hein. Nos aînés, celle qui est notre dirigeante, elle a 103 ans, et j'ai rencontré l'année dernière, et elle étudie encore, elle lit, c'est fascinant, puis à un moment donné, elle dit toujours, elle veut lire, elle dit, j'ai besoin là à 103 ans, elle continue encore à étudier. Elle dit toujours, elle a dit, quand vous allez m'enterrer, vous m'entendrez parler encore. Hein. Parce qu'elle enseigne tout le temps. Mais elle étudie tout le temps. Elle dit, quand vous m'enterrez, je partirai avec les murlis. J'irai lire dans ma tombe. Mais vous m'entendrez parler après aussi. Pas moi. Je n'ai pas ce but-là du tout. Je dormirai à ce moment-là. Alors, on médite quelques minutes et puis... Très bien. Sur l'écran de l'esprit, je visualise une scène d'un paysage magnifique. Je suis devant l'océan et j'admire les vagues de l'océan. J'imagine que c'est le lever du jour. Entre la nuit et le jour, alors que le soleil ne s'est pas encore levé.
Et je vois que l'océan, cette mer infinie, a un côté rassurant et un côté inquiétant en même temps. Quand la nuit et l'océan se mélangent, même si l'horizon commence à briller, je regarde cet océan avec ses vagues. Et je sais ce qui va se passer. Je sais qu'à l'horizon, le soleil va se lever. Et que la scène va se transformer complètement. Et je commence à visualiser cette boule de feu qui se lève, qui se pointe à l'horizon. Et je contemple toutes ces couleurs, toute cette grandeur qu'on associe à un lever de soleil. Et je regarde toute cette lumière qui apparaît, qui transforme complètement l'océan. Et cet océan devient comme l'immensité de mon esprit. Le soleil devient ma conscience qui se lève, la conscience de l'être qui amène toute cette lumière dans mon esprit. Et je visualise seulement l'immensité de la mer, la lumière. Et je me dis qu'en moi, j'ai cette capacité de faire lever la conscience. Et que lorsque ma conscience s'élève, mon esprit s'emplit de lumière. Une lumière de paix, une lumière de douceur, une lumière dans laquelle je peux m'abandonner complètement. Juste garder cette lumière à l'horizon. Ok. Vous pourrez dire maintenant si vous savez méditer dans un chantier de construction. Après ça, là, c'est de la... Et c'est pour ça que j'ai arrêté de parler, juste pour montrer. Pour moi, ça me dérange pas du tout. On peut, au contraire, savoir qu'il y a ceux qui sont en ligne, ça c'est leur avantage. Ils entendent peut-être pas tout ce qui se passe autour. Mais pour moi, il faut apprendre à apprivoiser le fait que même si c'est complètement chaotique autour de nous, de juste être capable de sentir cette petite pression intérieure de silence, de bien. Puis au contraire, d'être bien dans
C'est pas facile, hein? Quand ça bouillonne comme ça. Maintenant qu'il ne défonce pas le mur, ça me va. Ça me... Mais c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a des hommes qui travaillent avec Ouais. la lumière pendant que nous, on a la chance de méditer. Ouais, tout à fait. On est... Cette année, ça va être fini, puis il y a des gens qui vont travailler tard le soir. Ouais. Pour ça. On leur donne on a des bons souhaits pour eux. S'il y en a qui veulent apprendre à méditer, il y a un cours qui commence demain soir. Donc, dès demain en français, ce sont 3 séances, donc du 6, 13 et 20 décembre. Il y a aussi une conférence en anglais ce vendredi soir à 7 heures. Les pouvoirs de l'âme, un pouvoir de s'adapter et pouvoir de coopérer. Et mercredi prochain, une soirée de Noël. Alors, c'est toujours un peu fou ce qu'on fait, mais si vous avez l'esprit à vous divertir, à être un peu léger, on va essayer de méditer un petit peu. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire dehors, mais ils annoncent un invité très spécial. Il y a apparemment un invité très très spécial pour notre party de Noël. Alors, venez de découvrir. Et donc, ce ne sera pas une conférence. Bien que l'invité, on ne sait pas ce qu'il fait non plus. Non, ce sera un mercredi spécial, donc mercredi prochain. Tous les ans, on fait ça. On chante des chants de Noël, on mange un petit peu, on s'amuse, et puis c'est une autre atmosphère. Et regardez aussi l'horaire des fêtes. Je pense que le centre, il y a les 24, quelques dates là qui tombent un peu dans les soirées de Noël où il n'y aura pas d'activité au centre. Merci de vos grandes oreilles, vos grands cœurs. Et puis, à très bientôt. Bonne soirée.